Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Qu'ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, ces entrepreneurs créatifs partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'édition de livres. Dans l'épisode précédent, je vous disais à quel point j'adore cet univers. Alors on a fait un épisode dédié au sujet avec Anne Kaliki, mon éditrice. Oui, j'avoue que je kiffe dire ça, même si ça me fait toujours tout drôle. Et également avec Vanessa Di Domenico, la responsable communication de Créapassion. J'ai donc travaillé avec Anne et Vanessa pendant toute l'écriture et la promotion de mon livre, qui est sorti en mai dernier, et c'était un vrai plaisir. Dans cet épisode, on parle donc de toutes les étapes pour fabriquer et vendre un livre, des différents intervenants, des droits d'auteur, enfin on vous dit tout. Vanessa et Anne nous donnent également de très bons conseils pour proposer un projet de livre. Alors si c'est votre rêve, écoutez bien. Bonne écoute! Bonjour Anne, bonjour Vanessa, je suis ravie de faire un épisode avec vous et de vous accueillir sur mon podcast. Bienvenue. Bonjour. Merci Mélanie, bonjour, ravie aussi. Ensemble, on va parler d'édition et on va démarrer de l'édition du livre qui est le point de départ du livre avec toi Anne qui est éditrice. Et puis, on va aller jusqu'à la partie promotion avec Vanessa. Et donc, je vais vous demander de vous présenter pour démarrer, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Anne Kaliki. Je travaille à mon compte sous la marque Comptoir Éditorial depuis 2010. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis éditrice. Je suis aussi autrice pour les enfants, mais ça, c'est une autre casquette. Donc, voilà, moitié en entreprise, de 2002-2003 jusqu'à 2010 et un peu plus en freelance depuis 2010. Très bien. Et toi, Vanessa, qui es-tu ? Alors, moi, je suis Vanessa Di Domenico. Je suis éditrice depuis une quinzaine d'années et je me suis spécialisée depuis au moins 5 ans dans la communication éditoriale. Je travaille comme éditrice pour plusieurs maisons d'édition et en particulier, je m'occupe de la communication chez Créapassion, la maison d'édition dans laquelle on s'est rencontrés. Exactement. Et donc, j'étais en train de me dire que je crois que c'est le premier épisode que j'enregistre avec des personnes que je connais avant d'enregistrer, avec lesquelles on a beaucoup échangé, parce que quand j'enregistre habituellement avec des invités, je leur ai jamais parlé. Et donc là, en fait, on se connaît, donc c'était plus difficile de se lancer. Alors, donc Anne, nous on se connaît effectivement de Créapassion, qui est la maison qui a publié mon livre, Mon entreprise créative. Et Anne, donc c'est toi qui t'es occupée de préparer ce livre avec moi et qui m'a guidée pendant toute cette aventure. Et Vanessa, c'est toi qui as assuré la communication derrière pour Créapassion, la sortie du livre, les envois à la presse, enfin tous les aspects de la communication autour d'un livre. Donc on va en rentrer un petit peu dans les détails. Anne, pour démarrer, est-ce que tu peux, si on prend justement le début d'un livre, comment ça démarre ? Ça démarre par la recherche. Ah non, j'allais dire la recherche d'un auteur, mais avant. Il y a un calendrier éditorial, c'est comme ça que vous appelez ça ? Il y a un programme éditorial ? Oui, un programme éditorial, exactement. Alors déjà, ça peut dépendre, ça dépend des domaines, ça dépend quand même des éditeurs d'une façon générale avec lesquels je suis amenée à travailler ou qu'un éditeur indépendant est amené à travailler. Mais dans le cadre de Créapassion, on monte un programme éditorial très en amont. Souvent une bonne année avant, en 2023, aujourd'hui on est en juillet, on a monté le programme 2024 depuis déjà quelques mois, parce que on sait qu'il faut une année pour réaliser un livre, et donc on programme, on réfléchit à certaines thématiques, on suit les tendances aussi du loisir créatif,
Mais c'est aussi valable dans d'autres domaines de l'édition, hein. Dans la jeunesse, il y a des tendances aussi, littérature générale, beaux livres, livres illustrés, de photos. On suit les tendances. En cuisine, c'est aussi très valable. Donc à partir plusieurs paramètres, les tendances, nos envies, ce qu'on sent bien, des auteurs aussi qui émergent, qu'on voit communiquer. Évidemment, les réseaux sociaux, ça sert beaucoup à ça. C'est une belle vitrine. Ça a ses mauvais côtés aussi, on le sait, mais c'est aussi ça a beaucoup d'avantages. C'est une vitrine. Les gens montrent ce qu'ils font. Donc c'est là que l'on commence à aller nourrir un peu notre imagination à nous d'éditeurs pour monter ces programmes. Ok. Et donc, une fois qu'il y a une thématique qui a été définie, toi, Anne, tu vas chercher la bonne personne pour l'écrire? Exactement, voilà. Je vais chercher la bonne personne. Dans le cadre de Créapassion, je vais beaucoup sur les réseaux quand même, hein, sur Instagram, parce que ce sont quand même des livres où il y a beaucoup de photos. Donc je regarde quand même un peu les communautés, il ne faut pas s'en cacher, ça c'est sûr, pour voir ce qui plaît, ce qui attire des lecteurs potentiels, en tout cas des followers qui sont des lecteurs potentiels, mais aussi voilà le talent créatif en lui-même, voilà, la qualité des photos, ce qui fait que ça génère une communauté, qu'une personne génère une communauté, fédère une communauté plutôt, et puis voilà tout son aspect créatif, le cœur que cette personne y met dans sa créativité, dans ses réalisations. C'est un peu tout ça qui m'amène à contacter un futur ou une future autrice. Très bien. Donc Instagram et le poids de la communauté a son importance, tu le disais, mais ça t'est sans doute arrivé de contacter aussi des créatrices ou des créateurs qui ont des communautés plus restreintes. C'est pas. Oui, bien sûr. Voilà, non, c'est pas du tout un frein. Voilà, ouais. C'est pas du tout un frein. Il y a des créateurs ou des créatrices qui peuvent avoir une communauté plus petite, mais voilà, on sent qu'il y a un vrai potentiel, que c'est joli en fait, tout simplement. C'est beau, c'est esthétique, c'est créatif, c'est unique, et voilà, ça donne envie en fait. Hein, ça donne envie de faire un livre et de peut-être d'ailleurs aussi aider ce créateur ou cette créatrice à développer après voilà un vrai lectorat, des auditeurs, des auditrices, des followers, enfin une communauté. C'est pas un frein en soi, voilà, tout à fait. Et puis, si je peux me permettre, Anne, je rajouterais aussi que à chaque fois, c'est des experts dans le loisir créatif que l'on choisit. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'ils aient une communauté, des belles photos et tout, il y a beaucoup de gens qui ont des communautés importantes, mais qui ne se dédient pas qu'un seul loisir créatif. Alors que nous, on recherche des experts dans le loisir créatif sur lequel on veut écrire. Donc, même si la communauté va être faible, c'est important qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent et sur quoi ils vont écrire. Exactement, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent une des premières choses que je dis dans un premier échange téléphonique, c'est voilà, moi je sais faire un livre, mais je ne sais pas crocheter, je ne sais pas tricoter, je ne sais pas coudre. Donc on a chacun notre domaine d'expertise et c'est comme ça qu'on forme une équipe parce que faire un livre, c'est un travail d'équipe. Voilà. Il y a un duo qui est l'éditeur et son autrice, et inversement, autrice, auteur, éditeur, mais c'est toute une équipe beaucoup plus large. Effectivement, donc le restant des personnes qui vont intervenir sur le livre, c'est la personne qui va faire les corrections pour démarrer. Alors déjà, le point d'orgue, c'est la maison d'édition en elle-même, hein, parce qu'il faut distinguer le mot éditeur a deux sens en fait. Souvent, on parle d'un éditeur, ça veut aussi on parle de la maison d'édition, mais ce sont aussi c'est un métier en fait. Donc il y a des personnes, des humains qui sont éditeurs, qui occupent ce poste. Donc voilà, on distingue l'éditeur qui fait le livre avec son auteur et aussi la maison d'édition. Et l'éditeur, lui, on dit souvent que c'est le chef d'orchestre. Hein, en gros, c'est un responsable de projet
d'un livre, qui monte une équipe avec en priorité son auteur et ensuite qui réunit d'autres intervenants, une correctrice ou un correcteur, un graphiste ou une graphiste. Si j'élargis, ça peut être un illustrateur dans le cadre de livres jeunesse, ça peut être un photographe pour un beau livre. Parfois, les auteurs cumulent eux-mêmes plusieurs casquettes. Ils sont à la fois photographes, illustrateurs et ils écrivent. Et en plus de ces intervenants, viennent s'ajouter voilà, tous les intervenants internes à la maison d'édition. Vanessa pour la communication, par exemple. On a aussi un service de fabrication qui fait le lien avec les imprimeurs, qui fait des devis, des choses comme ça. Donc, j'y reviens, c'est un travail d'équipe. Voilà. Oui, c'est voilà, très large et toutes ces différentes personnes vont intervenir à des moments différents du livre. Exactement, c'est ça. Si on détaille rapidement ces étapes, une fois que on a échangé, l'éditeur et l'auteur ont échangé ensemble, sont partants pour cette aventure du livre. On fait un peu de paperasse, on met en place un contrat, d'auteur qui lie l'auteur à la maison d'édition. Voilà, qui stipule notamment dans les grandes lignes le budget qui lui est alloué, le planning, et voilà, et toutes sortes d'autres clauses qui sont très liées à l'édition. Qui sont un peu parfois obscures, si je peux me permettre. Qui sont parfois un peu obscures, c'est vrai, mais alors, comme tout contrat, en même temps, c'est de toute façon voilà, c'est un contrat et il y a certaines choses qui peuvent paraître obscures parce que c'est des termes juridiques et qu'on ne comprend pas nécessairement tout à la première lecture. Donc il faut se poser un petit peu. Ouais, tout à fait, mais je pense qu'en tant qu'auteur, il faut pas hésiter, à se faire un peu aider pour la lecture s'il faut, si on a un juriste dans son entourage et tout. Et surtout, l'éditeur est là aussi pour, même si l'éditeur n'est pas juriste, il ne maîtrise pas toutes les lignes d'un contrat, il y a quand même pas mal de points que l'éditeur peut expliquer à son auteur, en sachant que le contrat est souvent un contrat type. Tous les contrats d'édition se ressemblent à peu près. Ça, faut le savoir. C'est toujours à peu près les mêmes clauses et on peut toujours discuter entre l'éditeur et l'auteur. Une discussion est possible pour certaines clauses de contrat. Voilà. Donc ensuite s'enchaîne souvent une grosse phase de briefing, brainstorming, je dirais, entre l'éditeur et l'auteur, où si on est dans le cadre d'une collection, l'éditeur va transmettre à son auteur toutes sortes d'informations liées à cette collection, ce qu'on appelle le calibrage d'un texte, c'est-à-dire le nombre de signes, espaces inclus. On met en place un sommaire, on met en place aussi ce qu'on appelle un chemin de fer, qui n'est autre en fait qu'un plan à plat du livre, mais qui permet de cadrer bien les choses. Voilà, il y a une grosse phase de brief qui peut souvent se passer en plusieurs temps. Moi, personnellement, j'aime bien, avec les auteurs ou les autrices, faire ça en 2 ou 3 coups de fil, séance de travail par téléphone ou en visio, où je vais lui transmettre des informations petit à petit, mais j'attends que l'auteur ait bien intégré les premières informations, j'y vais petit à petit, notamment sur la collection facile de Créapassion, où il y a quand même pas mal d'infos à intégrer. Souvent, l'auteur lui-même ne sait pas ce que c'est qu'un chemin de fer, ne sait pas par quel bout prendre les choses, parce que ça peut être son premier livre. Donc, on y va tranquillement. Une fois toutes ces phases de brief et de réflexion commune lancées et acquises, je dirais, à l'auteur, là, on sent rapidement, moi je sens assez rapidement que l'auteur est prêt à se lancer dans l'écriture et à l'élaboration de son livre. Donc, je le lance, si je peux dire. Ça y est, il faut qu'il bosse. Voilà, exactement. C'est une grosse phase de travail sur plusieurs mois pour l'auteur.
Et on se fait des points d'étape réguliers parce que ça peut être une phase d'écriture qui peut durer 3, 4 mois. Et moi, j'aime pas que mon auteur soit dans la nature, tout seul, livré à lui-même. Donc, j'aime bien faire des petits points d'étape. Et l'éditeur a toujours en tête de tenir un planning quand même. Donc, comme tout chef de projet qui se respecte, si je peux dire aussi, voilà, il faut tenir un planning pour être sûr d'arriver à parution, de pas planter les libraires, de pas planter les commerciaux. C'est là où Vanessa peut aussi intervenir sur l'importance d'un planning. Ok, donc des points réguliers avec l'auteur pour que voilà, finalement, donc si je prends notre propre expérience, effectivement, moi je me suis sentie très accompagnée. J'ai pas eu le sentiment d'être seule, comme j'ai pu entendre de certaines autrices ou en disant mais là mon éditrice elle me répond plus, je sais pas ce qui se passe, etc. Moi, généralement dans la journée t'as répondu à mes emails quoi, donc c'est ultra confortable comme relation de travail. Donc le manuscrit, c'est vraiment le gros du travail. C'est une fois qu'on est lancé, c'est ce que tu disais, vraiment c'est 3-4 mois de travail. Des fois, ça peut être condensé sur moins de temps, j'imagine, l'écriture. Oui, bien sûr, bah, tout dépend de la pagination du livre, tout dépend du domaine d'édition, hein. Il y a des ouvrages qui prennent beaucoup plus de temps. S'il y a des déplacements, hein, je pense à un projet que j'ai pu avoir sur le voyage à vélo, où c'était un projet complètement différent, où il y a du déplacement, ça se fait sur plus que 4 mois. En jeunesse, c'est différent, ça se fait sur un laps de temps un peu plus court. Voilà, tout dépend de la pagination du livre. Évidemment, plus c'est gros, plus ça prend du temps. Plus le sujet est complexe, plus ça prend du temps. S'il y a du déplacement, ça prend du temps, voilà. Mais grosso modo, oui, on est. Si on prend notre exemple aussi, Mélanie, on est sur un facile, on est sur 4 mois d'écriture, on va dire. Écriture plus photo, à peu près, hein, 4-5 mois. Oui. Sachant que, si je peux me permettre, Anne, sachant que souvent, nos auteurs, c'est quand même extrêmement rare qu'on ait des auteurs qui fassent que ça, que écrire un livre. En général, ils travaillent ou ils ont leur activité créative à côté ou voilà, dans les guides de voyage, par exemple, ils sont journalistes. Donc voilà, il faut qu'ils aient le temps de se poser pour écrire. Ouais. Exactement. Il faut qu'ils dégagent du temps, parfois le soir, les week-ends. Je confirme. Voilà. Non, parce que c'est effectivement un long travail, pas solitaire pour le coup, parce solitaire évidemment quand on écrit, quand on est vraiment dedans, mais sinon, comme tu le disais, c'est un travail d'équipe. Alors voilà, un petit peu moins avec les autres personnes que tu citais, avec les autres fonctions. C'est vraiment, pour ce qui nous concerne, c'était vraiment toi mon point de contact principal, Anne. Donc c'est vrai que cette période-là, elle est assez longue. Et puis elle peut être fastidieuse parce qu'effectivement, comme tu le disais, généralement on vit pas de sa plume. Et je pense même aux auteurs qui ont déjà 6-7 bouquins. C'est les écrivains, les auteurs qui vivent vraiment de leur écriture sont assez peu nombreux en France, tu confirmes? Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. On le dit quand même souvent, il faut pas se voiler la face. Il y a plus d'auteurs qui n'en vivent pas du tout que des très grands noms et même plutôt de la littérature générale où ils en vivent vraiment à plein temps, hein. Ça reste un métier de loisir, de la culture liée à la lecture. Donc c'est voilà, mais c'est quand même un objet, le livre, dont on tire une grande satisfaction, souvent. C'est clair. Une grande fierté. Et même parfois, au bout de 3 ou 4 livres, on n'en est jamais lassé. Parce que... et souvent, d'ailleurs, on le compare à un enfant. Hein. On dit souvent qu'un livre est un bébé, voilà, et qu'il faut 9 mois de gestation, mais c'est pas faux, en fait. Mais quand on le voit arriver, c'est l'émerveillement total. Et on s'en lasse jamais, en fait, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième.
Voilà, c'est un long, un long accouchement, si on peut dire, mais souvent on compare ça un peu à ça. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est souvent l'image qui revient. Enfin, Toi, Anne, tu voilà. en as écrit combien? Oula, alors Ouais, moi, tu les comptes plus. c'est pas que je les compte plus, mais j'ai écrit, voilà, je dirais 5-6 albums pour enfants. J'ai eu 3 séries pré-ados, dont une en cours, qui est toujours en cours d'écriture, et je m'en lasse jamais, quoi. Ça, je confirme. Ouais. À titre personnel, moi, je m'en lasse jamais parce que je sais le travail que ça représente en amont, et, euh, et voilà, c'est toujours vraiment un grand bonheur. Alors, on a tous ces mois où on prépare le livre, on l'écrit, puis après on suit les phases qui arrivent après la remise du manuscrit. Mais quand on le voit arriver physiquement, le livre, c'est vraiment une grande joie. Et Oui. je pense que justement Anne, dans sa présentation, a oublié ou a omis de dire qu'elle est aussi autrice et que c'est sa grande force en tant qu'éditrice, c'est-à-dire qu'elle accompagne beaucoup les auteurs parce qu'elle sait ce que c'est d'écrire un texte et de rester plus ou moins seule face à la page blanche. Et du coup, elle a une attention toute particulière pour ses auteurs. C'est sûr. Voilà. Ouais, je confirme, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis jamais sentie seule face à mon écran. Des fois, effectivement, c'est un peu long. Enfin, c'est un peu long parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que même quand c'est un sujet que tu connais, en fait, il faut que tu ailles vérifier. Enfin, moi, c'était mon cas. Alors, c'est sûr que sur des pas à pas de crochet, c'est peut-être moins le cas. Notre création, elle est faite et on la prend en photo au fur et à mesure, etc. On guide la personne qui va crocheter, admettons. Mais moi, sur toute la partie création d'entreprise, par exemple, j'avais besoin de vérifier et d'être certaine de ce que je disais. Avec le montant de chiffre d'affaires maximum à atteindre en micro-entreprise, c'était bien ce montant-là et en plus, il a changé entre-temps. Enfin bon, bref, donc plein de choses à vérifier. Et effectivement, ça demande encore plus de temps. Je sais pas si on peut vraiment comparer les types d'ouvrages pour voir le temps que ça prend, mais c'est vrai que c'est quand même un temps certain. Ah bah oui, tout à fait, tout à fait. Non, ça prend du temps. Il y a du temps de vérification d'informations, de recherche, exactement. Quand on écrit un roman, il y a souvent un grand temps de recherche, d'enquête. Et c'est pas que de l'enquête journalistique, en fait. Même quand on écrit un roman pur, il y a toujours un temps de vérification. Il faut nourrir son imaginaire, en fait, sans arrêt. Et c'est valable dans le loisir créatif, dans les romans, dans tous les domaines. Et c'est à la fois passionnant, mais aussi évidemment très prenant. C'est une phase assez importante de la conception d'un livre pour l'auteur. Oui. Parce qu'effectivement, le travail de l'auteur, il est vraiment concentré sur cette partie d'écriture du manuscrit. Ensuite, son travail, si on parle des étapes suivantes, il est un petit peu en fil rouge quelque part. On est là plutôt sur de la vérification et moins de la production comme au départ. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Après la remise du manuscrit, c'est quand même déjà une grande phase de soulagement pour l'auteur, parce que après ces longs mois d'écriture et d'élaboration, il y a quand même un premier sentiment d'accomplissement qui s'installe. Donc ça, c'est plutôt une phase assez agréable. Hein. Enfin, pour le vivre en tant qu'autrice, je sais que c'est un gros soulagement. Et donc, ce qui permet, en parlant de ça, d'enchaîner sur les étapes qui suivent, c'est que l'éditeur, donc, il a à la fois une grosse phase de brief pour permettre à son auteur de commencer à écrire, ensuite de points d'étape pendant que son auteur écrit, et ensuite il entre, une fois qu'il a le manuscrit finalisé de son auteur entre les mains, il entre dans une phase de production, où là, à partir du planning, on enchaîne sur des étapes de relecture du manuscrit et de mise au point du manuscrit. Hein, donc on appelle ça, c'est là exactement l'essence même du terme d'édition. On édite un livre, c'est que on le relit, on fait des allers-retours avec l'auteur en lui disant
je formulerai pas ça comme ça. Là, je relève une erreur. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu peux vérifier? Parfois, il y a un peu de réécriture aussi nécessaire. Ça peut arriver. Tout dépend de l'auteur aussi. Chacun est unique, donc il y a des auteurs l'écriture est très facile pour eux, pour d'autres c'est plus compliqué. Une fois que le manuscrit est mis au point, je le confie à une correctrice qui fait ce qu'on appelle une étape de prépa de copie. Donc, elle corrige le manuscrit dans le logiciel de traitement de texte, souvent Word. Une fois que le manuscrit est préparé, il est confié à un nouvel intervenant qui est le ou la graphiste, qui lui va donc se charger de mettre en page le livre. Ensuite, il y a une phase d'aller-retour de PDF du livre maquetté. Je rigole parce que effectivement, aller-retour est le bon terme. Un certain nombre d'allers-retours. C'est ça, exactement. Donc, on parle souvent d'épreuve 1, épreuve 2, épreuve 3, où on a encore beaucoup de phases de relecture, de mise au point, de vérification des images en regard du texte. Est-ce que c'est la bonne photo qui est mise? Voilà, crédit photo. Est-ce que c'est la bonne photo qui est mise au bon endroit, la bonne consigne au bon endroit? Si tout s'enchaîne bien, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs intervenants, notamment la correctrice ou le correcteur et avec l'éditeur, parce qu'au bout d'un moment, le cerveau enregistre et on voit plus rien. Exactement. Et quand j'estime que la maquette est OK, corrigée, tout est en place, c'est finalisé, là, je le renvoie une dernière fois à mon auteur ou à mon autrice. Et là, je lui demande de tout vérifier. Ce qui est bien parce que l'auteur a eu le temps de laisser reposer les choses pendant que son éditeur était en phase de production. Donc, il a de nouveau un regard un peu neuf. C'est sûr. Parce que là, il s'est passé combien de temps? Un mois et demi, à peu près, plus ou moins? Ouais, c'est ça, à peu près. On peut arrondir à 2 mois parce que tout dépend encore une fois du livre. Il y a des livres qui sont très rapides à maqueter et d'autres qui sont plus longs. Dans notre cas, Mélanie, un livre facile met entre 15 jours et 3 semaines à être maquetté. Plus après les phases d'aller-retour, relecture, etc. Donc on compte 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Très bien. Et quand tout est OK, là, on demande à la graphiste de préparer les fichiers pour l'imprimeur. Ça part chez l'imprimeur. L'imprimeur nous renvoie ce qu'on appelle, alors on appelait ça autrefois des traceurs maintenant, c'est toujours des traceurs d'ailleurs, mais bon, il y a plusieurs termes, plotters, traceurs. C'est vraiment la dernière visualisation qu'on a du livre. C'est en gros ce qu'on appelle vraiment le bon à tirer. On donne le OK. Soit on a une ultime correction parce qu'il y a une énorme coquille ou quelque chose qui ne va pas, on peut pas du tout laisser passer. Soit c'est OK, on a tout vérifié, tout est bon. Et on donne le BAT, le bon à tirer à l'imprimeur pour qu'il imprime. Il faut savoir, je me permets parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais je trouve vraiment qu'il y ait une énorme coquille sur les traceurs pour qu'on la fasse corriger parce que ça coûte extrêmement cher de corriger les traceurs de l'impression. Donc faire une correction quand on a le BAT de l'imprimeur, les traceurs de l'imprimeur, on fait attention, on évite, sauf si vraiment on peut pas, une énorme coquille sur la couve, on est obligé. Mais si c'est un petit truc, un espace, on va pas, on va pas chipoter. Non. On laisse pas passer. Il faut avoir chipoté avant. Et j'ai un peu chipoté, Anne, ou ça va? Non, je trouve pas que ça va. Chipoté, moi. Ouais, non, pas du tout. Parce que de toute façon, les traceurs, on ne les envoie jamais aux auteurs. Ah oui, ça je l'ai pas vu. Mais on s'en est arrêté, je crois, à l'épreuve 7. Donc il y a eu quelques allers-retours. Il y a eu quelques allers-retours, mais bon, les traceurs servent surtout, en fait, plutôt dans le sens inverse, à vérifier que l'imprimeur, lui, n'aurait pas fait d'erreur. Oui, d'accord. Bon, on peut rentrer dans des détails techniques, mais l'imprimeur fait ce qu'il appelle une imposition. C'est-à-dire que le livre est imprimé sur des immenses feuilles à plat. On n'a pas une petite feuille qui enchaîne l'autre, comme on peut avoir le livre. Ce sont des immenses feuilles qui ensuite sont massicotées, coupées. Donc, c'est un placement des pages assez technique qui se fait de façon numérique maintenant, mais
on ne sait jamais. Au moment de ce qu'on appelle l'imposition, il peut y avoir un mauvais placement d'image, un switch qui n'est pas bon ou qui pourrait provenir aussi des fichiers à l'origine. Mais voilà, ça sert à regarder ça surtout. D'accord. Et moi, j'ai déjà eu 2 autrices de ma connaissance qui ont eu des problèmes à l'impression sur les couleurs des images ou sur la qualité des images. Et le livre est quand même sorti comme ça. Alors un premier, c'était en plein premier confinement, donc c'est un peu passé inaperçu à cause de cette désorganisation massive. Et donc il est sorti en librairie comme ça. Et le deuxième, c'était pas du tout en plein confinement, mais c'est pareil, c'est passé. Et l'autrice était dégoûtée. Elle était dégoûtée, ouais. Ah ouais, il est sorti en librairie. Il y a eu quelques exemplaires qui sont sortis, et puis après, elle a fait des pieds et des mains pour arriver à rattraper les choses et à imposer quelque part à la maison d'édition. Non, je veux pas qu'ils sortent comme ça, quoi. Vraiment des choses assez flagrantes. Et voilà, ça s'est bien fini, mais ça a été une source de stress. Pour j'imagine. Ouais. Bah, c'est des choses qui arrivent. Après, faut pas oublier que encore une fois, l'édition, c'est pas une moulinette automatique. Il y a des gens derrière, il y a des humains, et que comme l'erreur est humaine, c'est pour ça qu'il peut parfois rester une coquille dans un livre, une photo moins bien retouchée, ou un tirage moins bon que ce qu'il aurait pu être. Voilà, dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire des épreuves couleurs sur chaque livre, pouvoir se déplacer sur ce qu'on appelle un calage, c'est-à-dire se déplacer en imprimerie pour faire le réglage couleur avec l'imprimeur sur place sur les premières pages imprimées, les premières grandes feuilles dont je parlais tout à l'heure. Sauf que bon, ça se faisait à l'époque. Ça se faisait. Mais quand ils sont imprimés hors de France, tu vas pas aller à chaque fois te déplacer. On peut pas faire déplacer, ça a quand même un coût. Alors ça coûtera toujours moins cher d'imprimer un livre, enfin d'avoir une erreur sur un livre sur des photos et éventuellement de le réimprimer, que de faire déplacer à chaque fois l'éditeur pour caler un éditeur dans une maison d'édition, selon la maison et le département, mais il peut avoir, 50 titres à faire dans l'année. C'est énorme, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup. Je donne une vraie moyenne, parce que si on est en jeunesse, en tourisme, en pratique, c'est pas du tout, ou à l'éducation, c'est pas du tout les mêmes. Voilà, je donne un peu une moyenne, mais c'est beaucoup de titres, donc c'est impossible de se déplacer pour chaque calage, en fait. Non, c'est impossible. Et puis on a confiance aussi dans l'imprimeur. Oui, vous a priori, les maisons d'édition travaillent avec des très bons imprimeurs. Et c'est souvent les mêmes, fidèles. En fait. Sont fidèles à leurs imprimeurs, et que bon, s'il y a une mauvaise surprise, je dirais que c'est un coup de malchance. Ça reste assez rare, ça reste quand même assez en marge. Mais, bien sûr, c'était pas du tout une généralité, mais voilà, effectivement ça peut arriver. Mais donc on n'a pas du tout eu de problème pour le nôtre, en tout cas. Non. Mais tout comme on peut aussi, sans que ce soit un problème d'impression, il peut y avoir des livres qui arrivent abîmés en librairie. Il s'est passé un truc pendant le transport. Il y a je sais pas combien de couvertures sur le tirage qui sont abîmées. Bon, voilà, c'est les aléas comme n'importe quel produit, je dirais. Bien sûr. Un pack de yaourt, c'est pareil. On avait eu chez Créapassion, c'est une anecdote un peu drôle, c'est pour ça que je la raconte, et l'autrice est au courant. L'imprimeur avait envoyé en fait, l'imprimeur, il fait un premier tirage de la couverture il peut faire sur un autre livre qu'il a imprimé d'avant pour essayer le calage, si tout est bien calé et tout ça. Et donc, il avait imprimé la couverture de ce livre, qui était un livre de broderie, au-dessus d'un manuel scolaire. Mais c'était juste pour voir si ça marchait. Et le livre est parti à la Fnac. Et quelqu'un l'a acheté. Et du coup, elle nous a envoyé un message sur Instagram, et heureusement, c'était quelqu'un, elle était morte de rire, parce qu'elle a ouvert le livre, elle s'est retrouvée, je sais plus, ça devait être un manus de physique-chimie, alors qu'elle pensait faire de la broderie. Et la Fnac l'a évidemment remboursé et tout ça. Mais voilà, c'est une erreur humaine, en fait. Donc, et c'était un
un seul livre parce qu'il avait fait un test, en fait. C'était son exemplaire test. Voilà. Ouais. Donc, comme dit Anne, il faut toujours penser, et je le dis parce que les auteurs cherchent souvent, c'est pas du tout méchant et c'est humain, hein, mais cherchent souvent des responsables. Et en fait, c'est une chaîne humaine, l'édition, l'impression, l'édition, la fabrication. Et évidemment, partout, il peut y avoir une erreur. Exactement. Et alors, est-ce que c'est les éditeurs qui vont acheter, enfin les maisons d'édition qui vont acheter le papier et qui vont le fournir, hein, c'est ça, à l'imprimeur? Parce que moi, basiquement, avant de travailler dans le milieu de l'édition avec mon précédent employeur, effectivement, il y a un moment donné, il y avait des discussions parce que le prix du papier a explosé ces dernières années. Enfin, ces 2-3 dernières années, et donc il y avait des discussions tendues sur il faut acheter le papier, il faut se dépêcher d'acheter le papier, etc. Et donc en tant qu'éditeur, ça m'a surprise. Je me suis dit, pour moi, c'était l'imprimeur qui achetait le papier. Mais c'est l'imprimeur qui achète le papier, en fait. Je pense que l'expression venait du fait qu'il fallait acheter le papier auprès de l'imprimeur. D'accord. Réserver. En fait, il faut excuse-moi, j'ai eu cette discussion plusieurs fois justement à cause de l'augmentation du prix du papier. En fait, l'imprimeur négocie le papier avec les fournisseurs. C'est lui qui a la main mise sur le prix du papier quelque part. Mais il faut lui réserver en fait le papier. C'est ça. Il faut qu'on le réserve par rapport à notre programme éditorial, parce que nous, ça nous est arrivé de pas avoir réservé le papier assez rapidement et du coup d'avoir dû décaler des titres parce que le papier était parti chez un autre client parce qu'il l'avait réservé avant nous. Voilà. Donc c'est bien quand même l'imprimeur, mais effectivement il faut bien anticiper parce que c'est un peu la guerre du papier. Oui, c'est un peu redevenu. Alors le prix est toujours haut, on va dire, mais c'est un peu la réservation est quand même plus automatisée maintenant. Ça s'est un peu plus installé par rapport à ce qu'on a connu suite au Covid et suite à l'inflation après. Ok. D'où l'intérêt d'un programme éditorial monté très en amont, c'est que on va pouvoir contacter très tôt des imprimeurs et souvent pouvoir faire des commandes de papier groupées. Si on sort, par exemple, dans la collection Facile, qui est celle de ton livre, Mélanie, on sort environ 6 titres par an. Et étant donné qu'on a monté notre programme éditorial 1 an à l'avance, on va pouvoir commander le papier pour les 6 titres de l'année en fonction du tirage qui a été déterminé pour chacun de ces titres. Ça permet on n'achète pas du papier au livre, pour un seul tirage. Et ça fait faire des économies, comme ça. Oui. Donc, chez Créapassion, vous sortez combien de livres en tout? Parce qu'il y a les faciles, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres collections. On est autour d'une trentaine, 25-30 à peu près. Ça dépend des années, mais c'est à peu près notre production annuelle entre 25 et 30 titres. Ok. Tout à l'heure, tu nous parlais, Anne, de ta sélection d'auteurs, de la manière dont tu allais les dénicher. Est-ce que si on a un projet, on peut t'écrire, on peut écrire à Créapassion, on peut aussi nous proposer à une maison d'édition un projet? Tout à fait. Un éditeur, il n'est pas là que pour recruter, entre guillemets, des auteurs. Moi, ça m'arrive de lire assez souvent des projets, des manuscrits, dans tous les domaines, loisirs créatifs ou jeunesse, ou beaux livres, ou romans. J'en ai régulièrement. Donc, et on sait que les maisons d'édition en reçoivent beaucoup par an. Il y a des services dédiés à ça, des comités de lecture dans des maisons d'édition. Donc, on peut tout à fait m'envoyer des projets ou envoyer à Créapassion pour du loisir créatif. Parfait. Et ça nous est transmis, on prend le temps de les étudier, de les lire et de faire une réponse. Alors, parfois, il faut un peu de patience parce que les manuscrits, il faut qu'on dégage du temps par rapport aux projets qui sont en cours, qui sont des projets fermes, actés, programmés, qui nous prennent beaucoup de temps. Donc, il faut dégager du temps pour lire les manuscrits, mais on a aussi, nous, besoin d'avoir des nouveaux auteurs en permanence. C'est pas réservé à des auteurs maison, des auteurs déjà publiés. Il faut vraiment pas hésiter à
à proposer des projets. Oui, c'est super parce que, tu sais, quand j'ai reçu ton message en avril 2022, je me souviens, mais c'est dingue, ça sort de nulle part cet email. Tu vois, dans le sens où 30 secondes avant, je ne l'avais pas. Et donc, ça n'existait pas, ce truc de me dire, tiens, je vais écrire un livre. Et après, en recevant ton livre, je dis, mais c'est pas vrai. Enfin, vraiment, tu sais, comme si c'était, je sais pas, c'était vraiment ce sentiment. La magie du livre. Oui, vraiment la magie du livre. Ouais. Ce sentiment de ça sort de nulle part. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Puis après, je me suis dit, bah non, en fait, ça fait longtemps que je donne de la visibilité au podcast, etc., et que je travaille, et c'est sans doute grâce à ça que tu as identifié, enfin que tu m'as déniché, ou enfin bon, que tu m'as proposé le livre. Et à force aussi d'entendre plein d'histoires de créatrices, je me dis, alors déjà, je me dis, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver finalement à n'importe qui, parce que il y a 5 ans, avant d'avoir le podcast, jamais j'aurais pensé avoir cette poursuite de carrière-là, d'écrire un livre, etc. Et en plus, en fait, les maisons d'édition, elles ont besoin de nouveaux auteurs, c'est ce que tu disais. Tout à fait. Elles bien sûr. Recherchent sans arrêt des nouveaux auteurs, et donc c'est pas parce qu'elles ont déjà tel auteur dans leur maison qui fait, si on reprend l'exemple du crochet de la couture, des créatrices qui font du crochet de la couture, il y en a plein. Et en fait, alors peut-être que toutes ne feront, enfin c'est même sûr, toutes ne feront pas un livre, mais en tout cas, il y a de la place pour plein de personnes. Il y a de la place pour tout le monde, exactement. Une maison d'édition a besoin de, si on doit utiliser un terme un peu interne, renouveler son catalogue. Alors ça peut paraître un peu froid comme expression peut-être, mais c'est une réalité. On se doit, en tant qu'éditeur, de proposer de la nouveauté sans arrêt à nos lecteurs. Et parmi tous les créateurs ou créatrices, il y en a sans arrêt qui émergent en fait. Demain, il y a quelqu'un qui aujourd'hui ne fait pas de crochet, mais demain en fera, va se révéler avoir une grande créativité, des idées totalement nouvelles et renouveler le genre, tout simplement. Et l'éditeur sera hyper content de pouvoir lui proposer d'écrire un livre et d'exprimer qu'il puisse exprimer sa créativité et son renouvellement de genre, de discipline, je dirais, son renouvellement. Voilà, le crochet, on le connaît sous cette forme, mais tout d'un coup, quelqu'un a une idée géniale et voilà. Mais on n'est pas non plus obligé d'avoir une idée absolument géniale, je dirais. On peut aussi être très créative, et nous, on en a besoin, tout à fait. Ouais, ok. Donc voilà, c'est absolument pas fermé comme milieu. Il y a des nouveaux auteurs tous les ans qui publient un premier livre, qui peuvent en publier aussi plusieurs. Vous avez des autrices, je pense à Jennifer, Vanessa, c'est ça? Jennifer Arnin de By Jen Création. Qui, elle, a déjà écrit pas mal de livres avec vous, c'est ça? Oui, elle a écrit presque 10 livres. Ah oui. Oui. Donc là, ça devient pas son job à temps plein, parce que évidemment à chaque fois, donc il se passe, enfin, le projet d'un livre prend 1 an. Alors là, peut-être que ça s'est très enchaîné, ces projets de livres-là. Alors, elle connaît quand même très bien le fonctionnement maintenant donc c'est plus rapide. D'un livre, donc c'est plus rapide. Elle a des livres qui ont elle a 4 ce qu'on appelle gros livres, c'est-à-dire des livres qui dépassent les 120 pages. Et faut savoir que chaque projet de Jennifer dans ces gros livres, c'est des livres à 30, 40, voire 50 étapes de couture. Donc c'est quand même des gros projets. Elle est spécialisée vraiment dans tout ce qui est sacs et accessoires. Et après, elle a développé une collection avec nous qui est une collection de plus petits livres qui font 64 pages, et c'est 3 projets à chaque fois, et sur chacun et pour un ou deux de ces 3 projets, il y a 2 options. Donc au final, ça donne 5 accessoires dans ces livres-là, et de ceux-là sont un peu plus entre guillemets rapides parce que la pagination est moindre. Mais oui, elle a quand même passé énormément de temps sur ces livres-là.
mais c'est vrai qu'elle est rompue à l'exercice parce que quand on commence après, c'est entre guillemets, c'est pas plus facile parce qu'il y a quand même, il faut inventer les modèles. Donc c'est vrai que de temps en temps, là par exemple, on est dans une période de pause avec elle parce qu'elle a besoin de se ressourcer, de nourrir sa créativité. Donc c'est normal, mais elle fait des étapes. Elle sait comment prendre les photos, elle sait comment écrire le texte. Voilà, ça maintenant c'est quelque chose qu'elle maîtrise et du coup forcément elle va plus vite qu'un auteur ou une autrice qui commence. Ouais. Voilà. Et donc là on a vu toute la partie de préparation du livre jusqu'à la fabrication. Ensuite, une fois qu'on a ce bébé dans les bras, dans les mains, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, mon rôle, il commence un petit peu avant quand même, parce que pendant la phase d'écriture, comme le disait Anne, pendant la phase d'écriture, moi, je fais déjà la publicité du livre auprès des commerciaux. Donc, Créapassion est une maison d'édition qui a un diffuseur qui s'appelle Interforum, et c'est auprès des commerciaux d'Interforum. Donc, on a une équipe dédiée que je présente. Les livres qui vont paraître, sachant que les réunions avec donc les commerciaux sont 6 mois avant la mise en vente du livre. Donc on est quand même déjà en amont. Normalement, le manuscrit est à peine terminé, voire pas fini. Et à ce moment-là, moi, j'ai déjà besoin d'avoir une ébauche de couverture, quelques doubles pages. Donc, il y a déjà un maquettiste qui a un peu travaillé pour faire au moins des visuels provisoires pour que les commerciaux puissent voir à quoi va ressembler ce livre. Parfois, on fait des maquettes en blanc ou on colle des couvertures dessus pour montrer à quoi ça va ressembler. Et ces réunions vont servir à ce que les commerciaux aillent après en librairie présenter notre programme éditorial. Comment ça se fait que c'est si en amont? Parce que en fait, il faut le temps pour eux de faire une tournée complète, pour les libraires de commander les livres, de prévoir ce qui va être en rayon chez eux, de prévoir leurs commandes. Et il y a des périodes qui vont être très chargées, notamment la période de Noël. On présente par exemple les programmes de Noël en mai-juin. Donc après, il y a les vacances d'été et tout ça. Et en fait, mai-juin, nous, on est déjà en train de faire nos programmes de Noël parce qu'il faut que les libraires puissent savoir à quel moment ils font de la place, préparer l'étape de Noël, par exemple. Donc voilà, tout ça prend énormément de temps. Alors après, ça va dépendre des commerciaux, mais en général, on est quand même sur une temporalité, pas des commerciaux d'ailleurs, des diffuseurs. On est sur une temporalité quand même vachement en amont par rapport à la sortie du livre. Et tout ça sert aussi à nous, éditeurs, à en fait se donner aussi des objectifs de vente, à savoir combien on va imprimer pour mettre en avant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme canaux de diffusion, où est-ce qu'on va essayer de taper entre guillemets. Et il y a autre chose qui fait que c'est de plus en plus en amont, c'est le e-commerce. C'est-à-dire que de plus en plus, les plateformes comme Amazon, Fnac, Gibert, tous ceux qui sont de Citre, tous ceux qui sont présents en ligne demandent des visuels, des textes de plus en plus en amont pour faire de la prévente et du coup pour pouvoir générer du chiffre d'affaires parce que quand on prévend un livre, on l'achète même s'il sort 3 mois après. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est sollicité assez en amont maintenant pour présenter les choses et pour avoir des produits de plus en plus finis, ce qui est toujours compliqué parce que on peut pas avoir 5-6 mois à l'avance une couverture définitive, c'est impossible. Oui. La couverture, le titre, même parfois il change, voilà. Oui, typiquement avec Anne, on avait travaillé en plein mois de juillet alors à l'époque le livre devait sortir en février. Donc il a fini par sortir en mai, mais c'était en juillet qu'on a préparé le matériel commercial. Donc comme tu disais, la couverture, 1 ou 2 doubles pages. Il y avait la biographie aussi, Anne, je crois. Ouais, tout à fait, exactement. Le sommaire et ce qu'on appelle un argumentaire de vente. Voilà, qui est un peu ce que les commerciaux et les libraires, parce qu'en fait c'est eux nos clients finaux. Faut quand même pas l'oublier. Les libraires sont quand même aussi
il faut que ce soit les premiers à avoir le coup de cœur pour notre livre, parce que c'est eux qui vont mettre le produit en avant, et donc le conseiller aussi au lecteur. Donc c'est quand même nos clients numéro 1 quelque part. Il y a toute une série de choses qu'ils ont besoin de savoir, parce qu'ils sont pas tous experts en loisirs créatifs, en tourisme, en jeunesse, donc il y a besoin de leur fournir la cible du livre, de quoi il parle, qui est l'auteur, pourquoi elle et pas une autre, voilà, en quoi elle est spécialisée, et qu'est-ce que les bonus, enfin les plus du livre, pourquoi ce livre plutôt qu'un autre, enfin voilà, donc mettre en avant vraiment tous les atouts du livre. Et on pèse aussi, enfin c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à s'appuyer aussi sur les communautés de certains auteurs ou de certaines autrices, parce que quand il y a déjà un public en place, c'est un public qui potentiellement va pouvoir acheter le livre ou va avoir envie, en tout cas, d'en parler ou de le feuilleter ou de voilà. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux ont pris une place importante, et je dirais encore plus dans le secteur du livre pratique, en tout cas tout ce qui est images illustrées. Donc que ce soit pratique ou aussi dans le tourisme, voilà, les communautés des réseaux sociaux ont quand même leur importance, mine de rien. Et voilà, donc une fois que j'ai présenté le livre aux commerciaux, on a ce qu'on appelle donc des tendances, c'est-à-dire que je vais avoir des chiffres après, pendant que les commerciaux font leur tournée, enfin à la fin de leur tournée, de ce que les libraires pensent commander. Voilà. Cette tendance, appelle ça des prises, il me semble. Je sais pas si c'est encore le bon terme utilisé. Oui, alors nous on dit tendance, enfin le diffuseur dit tendance parce que du coup enfin, je pense que comme ça peut évoluer jusqu'au dernier moment, il dit tendance parce que c'est pas un numéro, enfin c'est pas ferme tant que c'est pas envoyé, quoi, quelque part. C'est un peu comme tant que le livre n'est pas en stock, on n'est pas sûr qu'il est imprimé et qu'il va bien partir. Donc voilà, donc une fois qu'on a ces tendances, on va savoir à peu près donc le nombre de livres qui vont être mis en vente, ou en tout cas qui vont être en librairie sur les tables physiquement, et évidemment aussi par le e-commerce. Mais le e-commerce est vachement quelque part plus simple pour eux de commander, parce qu'ils peuvent commander en flux continu, en fait, en flux continu, vu qu'ils ont des stockages énormes en général. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Et donc la particularité aussi de l'édition, c'est qu'en fait les libraires, quand ils commandent les livres, c'est une sorte de dépôt-vente. Ce qu'ils n'ont pas vendu, ils vont les retourner au diffuseur. Tout à fait. Ils ont le droit de retour au diffuseur, et en fait, c'est un peu la tristesse de l'édition. Mais beaucoup de ces livres qui donc ont été manipulés ne peuvent plus être vendus, et du coup finissent au pilon. Et donc ça, pilon, c'est la poubelle, hein. C'est la que les choses soient claires. Pour les non-métiers. Voilà, c'est malheureusement on peut pas les remettre en vente parce qu'ils ont été manipulés, ils ont été cornés, ils ont été donc voilà, et on n'a pas le droit de solder des livres en France. Donc ça, c'est à savoir aussi si le livre a moins de 2 ans. Donc évidemment, si des livres sont, je pense typiquement à des cas comme des livres un peu saisonniers qui vont revenir, on peut pas aller les mettre en solde 2 ans après. Enfin, voilà, donc du coup on va juste devoir les pilonner, ou on n'a pas d'autres moyens en fait de. Mais il y en a quand même qui sont stockés. Ceux qui sont en bon état restent stockés pour les ventes. Oui, ils peuvent être stockés à nouveau, bien sûr, pour être après remis en librairie. Mais c'est vrai qu'il y a quand même c'est là aussi, c'est pareil, c'est en arrivant dans le stock, ils vont évaluer s'ils vont les garder ou dans quel état ils sont, parce qu'ils ont été manipulés, ils ont été défraîchis. Et parfois, nous, on les garde, et puis on peut les garder comme exemplaires pour nous, comme exemplaires de travail, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Dans ce sens-là, si on peut sauver quelques-uns, c'est toujours bien. Après, il faut savoir que c'est quand même une petite partie des livres, c'est pas la majorité. Voilà, mais c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on ignore beaucoup que les libraires ont ce pouvoir-là, que n'ont pas du tout beaucoup de. Oui, de commerçants, qu'aucun commerce n'a, en fait. Après, bon.
C'est aussi pour ça que l'éditeur essaye de prévoir des tirages au plus juste, ne va pas se lancer dans un tirage à 10 ou 15 000 exemplaires, mais préfère tirer un peu juste. Quitte à réimprimer, voilà. Bon, généralement, l'éditeur n'aime pas attendre la rupture de stock, surtout quand c'est un succès, parce que ça signifie que le lecteur va devoir attendre la réimpression. On a déjà vécu ça tous en tant que lecteur, c'est de vouloir lire une suite et puis c'est la rupture de stock, donc faut attendre. Mais voilà, l'éditeur prévoit de tirer au plus juste pour éviter le maximum de retours, le maximum de stockage. Et bon, en effet, quand même, avant de passer au pilon, il y a quand même des étapes dont parlait Vanessa, de la remise en vente, solder les livres quand ils ont plus de 2 ans. On donne sa chance à un livre qui marche pas beaucoup ou marche moyennement. On lui redonne sa chance à plusieurs reprises. Voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, notamment, oui, ceux qui ont par exemple de la saisonnalité, par exemple un livre de Noël, on va le remettre si on en a, enfin si voilà, on va pas le remettre en vente au mois de mai, mais on va le remettre en vente pour le Noël d'après, pour qu'il soit relancé par exemple, voilà, pour qu'il y ait une nouvelle vie. Donc les commerciaux vont reprendre des tendances, les libraires vont en recommander, voilà, ça va être une deuxième vie du livre. Et il faut aussi savoir que justement les tendances servent à savoir combien d'exemplaires on va imprimer. Donc on va se baser sur ça pour imprimer au plus juste et pour qu'il y ait moins de pertes possibles, parce que de toute façon ça coûte à l'éditeur de perdre des livres aussi. Enfin voilà. Donc quand on fait un programme éditorial, on fait presque une sorte d'étude de marché. On regarde à la concurrence, on observe les chiffres de nos concurrents, on écoute les commerciaux aussi quand on leur présente des livres. Ils nous aident un peu à déterminer le tirage aussi en fonction des. Alors moi je parlais de prise, mais plutôt en effet des tendances dont parlait Vanessa. Voilà. Encore une fois, là aussi, on a des aides pour ajuster au mieux nos publications. Ok. Et un livre qui fonctionne bien alors, ça, il est vendu à combien d'exemplaires? C'est toujours la question qu'on se pose, parce que en fait, en tant que lecteur classique, on se rend pas compte. Moi, quand j'ai appris qu'un livre de loisirs créatifs, alors vous allez me dire si mes infos sont bonnes, quand ils vendent à 4-5 000 exemplaires, c'est déjà un beau succès. Et que c'est la même chose en littérature générale. Donc, littérature générale, c'est le terme pour dire roman, voilà, les romans classiques, etc. C'est à peu près les mêmes volumes. Parce que moi, pour le coup, je m'attendais à ce qu'en littérature générale, ce soit déjà un petit peu plus. Ce soit peut-être, je sais pas, 20 000 ou 50 000. Pour moi, les tirages sont un peu plus importants en littérature générale, quand même. Mais, alors déjà, il faut quand même faire la distinction, c'est qu'un livre de littérature générale coûte moins cher à produire, puisque ça n'est déjà que du texte noir. Ce qu'on appelle du texte noir, c'est un terme d'édition, c'est-à-dire que il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'illustration, et photo et illustration, ça coûte plus cher à imprimer. Il y a de la couleur, il y a de l'encre, faut un papier spécial, il y a plusieurs choses qui font que ça coûte plus cher. Donc, on peut se permettre un tirage un peu plus important. Mais encore une fois, tout dépend du domaine de l'édition. Tout dépend de la pagination, tout dépend de l'auteur, tout dépend de la thématique. Enfin, c'est comme encore une fois une bonne recette de cuisine. Il y a beaucoup d'ingrédients qui entrent en compte pour que dont dépend en fait le tirage et le succès d'un livre de toute façon. Et encore, l'éditeur, son grand rêve, c'est de connaître la potion magique. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire un best-seller. Bon, personne n'a encore trouvé. Il y a quand même des beaux succès. Il y a des beaux succès, mais des beaux succès qui tiennent au flair de l'éditeur ou évidemment à l'écrivain génial, à l'auteur formidable. Mais il y a aussi beaucoup de coups de chance, aussi. En dehors du talent, il y a aussi de la chance. Un livre arrive au bon moment, dans une bonne période. Traite d'une thématique dont on a besoin à l'heure actuelle. Parfois, il y a des livres qui sont conçus trop tôt. Le public n'est pas encore prêt.
alors que 2, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard, il trouverait son lectorat et ce serait un véritable succès. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais c'est ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une part d'inconnu. Ouais. Et alors, moi, ce qui m'a surprise aussi dans ce monde de l'édition, pour moi qui vient du web et qui fait de l'e-commerce, c'est qu'en e-commerce, je peux suivre en temps réel mes ventes. Et donc ça, c'est trop bien parce que tu dis, ça y est, j'en ai vendu, etc. Dans l'édition, pour savoir véritablement, donc avec cette politique de retour qui est possible, pour savoir véritablement combien on en a vendu, il faut attendre assez longtemps. Et donc il y a tous les ans, fin du premier semestre, début de l'été, un peu le couperet qui tombe entre guillemets, l'agrégation de tous les chiffres, et qui permet à la maison d'édition de communiquer à l'auteur le nombre de ventes. Alors, qui s'est passé l'année d'avant. En fait, la maison d'édition fait ce qu'on appelle un arrêt des comptes au 31 décembre de l'année et envoie des relevés de droits d'auteur au mois de juin-juillet, donc c'est-à-dire 6 mois après l'arrêt des comptes, pour être au plus près, avoir eu le plus de, avoir le plus de visibilité possible sur les retours entre l'arrêt des comptes et l'envoi des relevés de droits, et donc de pouvoir payer son auteur, parce qu'on sait qu'entre l'arrêt des comptes et le taux de retour, 6 mois plus tard, il y a une grande visibilité possible. Donc l'auteur, lui, va être payé sur l'année, en termes de droits, sera payé sur l'année qui a précédé. Du 1er janvier, par exemple 2022 au 31 décembre 2022, l'auteur va toucher les droits sur cette période-là. En aucun cas, il ne pourra toucher aujourd'hui les droits qu'il pourrait percevoir, mais on ne sait pas trop parce qu'il y a ce taux de retour qui met fait que les choses sont assez incertaines. Il ne pourrait pas toucher les droits du mois d'avril 2023. Oui, c'est ça. Donc il faut une année complète. Ouais. Et ce décalage, il explique aussi qu'il y a un avaloir qui est proposé à l'auteur par la maison d'édition, et donc il y a une avance sur les droits d'auteur. Exactement. Donc ça, pour en effet parler un peu de la rémunération des auteurs, alors il arrive que des auteurs ne soient rémunérés qu'en droit d'auteur. Ça arrive très bien. Ce droit d'auteur, admettons qu'il soit de 5%. On peut avoir aussi des droits, ce qu'on appelle progressifs, c'est-à-dire qu'on démarre à 3% jusqu'à 10 000 exemplaires vendus, 4% de 10 000 exemplaires à 15 000 et 5% au-delà. C'est un exemple de droit progressif. Mais il peut avoir aussi un taux de droit fixe, 5%, qui s'applique sur le prix de vente hors taxe, par exemplaire vendu. Donc, ça, c'est pour le droit d'auteur. Mais on peut aussi, en effet, à ce droit d'auteur, ajouter une avance sur droit, qu'on appelle un avaloir, qui va lui permettre de commencer à toucher des droits avant même de réellement, concrètement pouvoir les toucher. C'est une avance, comme ça s'appelle. Sauf que cette avance, l'auteur n'aura jamais à rembourser cette avance, ça lui est dû. Ça rémunère à la fois le travail fourni et ça lui apporte une avance sur ses droits à venir. Mais ça veut aussi dire que avant de pouvoir toucher les droits, il faut ensuite couvrir cet avaloir. C'est-à-dire que avant que le livre ne sorte, l'auteur a touché une certaine somme d'avaloir. Une fois que le livre sort, chaque exemplaire vendu va commencer à couvrir cet avaloir. Une fois que la couverture de l'avaloir est faite, c'est là que l'auteur commence à toucher en plus, à toucher ses droits d'auteur. Très bien, c'est très clair. Et par contre, il y a certaines maisons qui ne vont pas proposer d'avaloir. C'est assez courant. Ça arrive. C'est pas très courant quand même. Moi, de mon expérience, en tant qu'éditrice ou autrice, ça ne m'est jamais arrivé. Il y a toujours une avance sur droit. Mais bon, un auteur pourrait être confronté à cette situation. J'en connais. Je lui conseillerais de négocier une avance sur droit.
Ouais, d'accord. Voilà. Parce que c'est quand même beaucoup de travail et derrière, finalement, une fois que le livre est fait, quelque part, il est plus, c'est pas que notre travail s'arrête là, parce qu'en qu'auteur, après, il faut le faire vivre et il faut relayer la sortie et faire beaucoup de communication pour que justement donner envie aux personnes de l'acheter et de le lire. Mais le gros du travail est quand même derrière l'auteur. Une fois que le bouquin est écrit. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une question de point de vue. Ça, c'est le point de vue de l'auteur. Oui. C'est souvent une question de point de vue. Le point de vue de l'éditeur n'est pas forcément, et il n'y a rien de, comment dire, de désagréable à voir derrière ça ou de méprisant ou quoi que ce soit. C'est plutôt que, du point de vue de l'éditeur, l'auteur est rétribué sur les ventes. Voilà. C'est vrai qu'il a fourni un travail, mais il a fourni un travail en tant qu'auteur, quoi. Il a produit quelque chose en tant qu'auteur et que sa récompense doit venir des ventes de son livre. Parce que l'éditeur, faut quand même pas oublier, il prend des risques. Il prend des risques, ok, on peut le voir comme un grand méchant loup parfois qui veut gagner de l'argent à tout prix, mais c'est pas vrai. Il prend des risques. Il prend à ses frais déjà les rémunérations de tous les intervenants, extérieurs, freelance ou internes. Il prend à ses frais la diffusion, le stockage, l'impression, l'achat du papier, et que si un livre ne fonctionne pas, c'est pour la pomme de l'éditeur. Oui. Et c'est souvent donc, pour ça aussi. Partagé. Oui, voilà. Et c'est souvent pour ça qu'on dit aussi que finalement, les vendeurs, les auteurs qui vendent beaucoup de livres financent quelque part aussi toute l'édition et que pour, peut-être, je sais pas, peut-être 5%, 10%, c'est quoi le taux de livres qui vraiment se vendent très bien, il y a tout le reste, donc 95 ou 90% des autres livres qui se vendent moyennement, voire pas beaucoup. Tout à fait. Les livres qui se vendent permettent en effet de réaliser, envisager des nouvelles collections, des nouveautés où il y a plus de risques à prendre, plus d'investissement au départ de la part de l'éditeur. C'est les vases communicants, en fait. Une bonne vente permet à la fois de faire vivre un auteur, de faire vivre une maison d'édition et permet aussi de pouvoir développer d'autres projets. Ouais. Parce que des fois, on entend des critiques littéraires un peu dénigrer certains auteurs, etc. Et certains même, des fois, c'est aussi d'autres auteurs qui dénigrent les gros vendeurs. Ouais, voilà, tout à fait. En oubliant un petit peu, en omettant le fait que potentiellement, ils ont réussi à écrire leur propre et à sortir leur propre livre grâce aux ventes. Tout à fait. Il peut y avoir un peu de snobisme de ce point de vue-là, mais oui, ça permet quand même ça fait vivre toute l'activité, toute une activité du livre en fait, tout simplement. C'est ça, et donc voilà, c'est comme vous l'avez expliqué, c'est une chaîne humaine très importante. Avec tous les métiers qu'on a. On parle de la chaîne du livre, c'est vraiment un terme qui existe dans notre jargon. C'est la chaîne du livre, du début jusqu'au libraire en fait. Moi, ce qui m'a épaté aussi en étant un peu plus dans ce milieu de l'édition, et pour la petite anecdote, en fait, ce début avec Créapassion a été aussi le début de mon travail dans une grosse maison d'édition, une 50aine de maisons. Et donc je me suis encore plus intéressée à ce milieu du livre parce que c'était mon nouvel employeur, donc c'était rigolo que tout se conjugue au même moment. Et j'ai été à chaque fois épatée par le nombre de maisons d'édition qui existent en France. Donc on connaît tous les plus grandes, celles qui ont le plus de notoriété, mais il y en a énormément. Donc en fait, si on a un projet de livre, on a quand même beaucoup de chance. Alors, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Il faut quand même aller cibler
des maisons particulières. Ouais. Hein. On est d'accord que je vais pas aller chez Grund, admettons, si je fais pas de la jeunesse. Si j'écris un livre de cuisine, je vais pas aller chez Grund. Tout à fait. Et même au-delà de ça, donc qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'était vraiment ouvert à tout le monde et qu'il fallait surtout pas éprouver le moindre complexe ou la moindre gêne ou timidité de proposer un projet. Ceci dit, il y a quand même des conseils à donner. Quand on a un projet et qu'on veut se faire éditer, c'est d'une part en effet cibler la bonne maison d'édition et surtout cibler ce qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est que, alors en France, on peut avoir plusieurs maisons d'édition de loisirs créatifs, mais elles n'auront pas toutes le même angle, la même esthétique, la même, comment dire, idée générale en fait. Hein, voilà, ce qu'on appelle une ligne éditoriale. En France, il y a aussi beaucoup de maisons d'édition jeunesse, mais il y en a certaines qui ne font que de l'album, d'autres qui font du roman pour les ados, d'autres qui ne font que de l'éveil et du jeu. Bon. Si on prend cet exemple-là, si on a un roman ado à proposer, il faut quand même être allé consulter le site internet d'une maison d'édition, de plusieurs maisons d'édition. On ne va pas proposer un roman pré-ado à une maison d'édition qui fait de l'éveil et du jeu. Ça ne sert à rien. Voilà. L'auteur se fera malheureusement refouler d'emblée. Voilà. Il faut cibler, il faut prendre ce petit temps de recherche aussi pour faire une liste des maisons d'édition qui nous intéressent, qu'on aime, même en tant que lecteur, et vérifier que c'est cohérent par rapport à son catalogue. Ligne éditoriale égale un peu catalogue. En fait. Voilà. Et encore une fois, s'il y a déjà eu des auteurs qui ont traité du même sujet sur des livres précédents, c'est pas forcément un souci. Hein, c'est pas un souci. Voilà, chez Créapassion, vous avez sorti plein de bouquins sur la couture, la broderie, le crochet, etc. Mais vous aurez toujours besoin de sortir des nouveaux livres sur ces thématiques-là. Ouais, exactement, avec des approches différentes, des auteurs, un ton différent, des modèles différents. Enfin, voilà, tout. C'est comme ça qu'on renouvelle encore, qu'on renouvelle nos livres, même si on est sur des thématiques identiques. Ouais. Ok. Vanessa, toi aussi, tu as des conseils si des personnes qui nous écoutent veulent se lancer dans cette aventure? Ah ben, si c'est dans le loisir créatif, ils peuvent évidemment me contacter via Instagram et m'envoyer un petit message et je ferai suivre à mes éditrices préférées, donc à Anne et Stéphanie qui n'est pas là mais qui est la directrice de collection d'Art du Fil, donc de tout ce qui est couture, crochet, voilà, qui sont aussi des thématiques fortes chez Créapassion. Oui, je suis assez d'accord avec Anne. Il faut bien cibler ce que l'on veut faire et dans quelle maison on veut aller et ne pas hésiter à se lancer parce que même si ça peut être long, on aura toujours une réponse. Les éditeurs en général sont des gens bien qui prennent la peine de répondre. Parfois c'est long parce que on a du travail. Voilà, et après il faut pas oublier une chose aussi par rapport au nombre de maisons d'édition. Il faut savoir aussi que la France est un pays qui met le livre dans une place assez particulière. On a une loi qui protège le prix du livre, on a une TVA à 5,5 et ça arrive pas du tout dans tous les pays. Donc c'est un des pays où il y a le plus de libraires indépendants aussi. Donc voilà, donc c'est quand même c'est quand même agréable de vivre d'être dans un pays où vraiment le livre est un objet important en fait, et pas dénigré. Donc on a pu le voir au 2e ou 3e confinement où la librairie est devenue un commerce essentiel. Voilà, c'était le terme. Ce qui a quand même bien aidé le monde du livre qui en a besoin. Hein. Encore une fois, c'est de la culture. Il y a beaucoup de maisons d'édition en France, mais on est une petite industrie, comme on le dit aussi entre nous parfois, donc on en a besoin. Oui. Et ça permet aussi de pas avoir Ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays, il y a une forte concurrence déloyale à cause des sites e-commerce, parce que eux ont le droit de solder les livres et tout, et ça en France c'est interdit. Donc pendant 2 ans, comme je disais, on n'a pas le droit de solder les livres. Et du coup ça joue en faveur des libraires et des éditeurs, mais il faut bien avoir en tête que voilà, c'est un pays où
on défend cet objet et ce serait bien de pouvoir continuer à le défendre. Donc achetons des livres. Exactement. Oui. Et, au-delà de ça, la lecture est importante, très importante. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un podcast différent, je pense, Mélanie, mais la lecture et la créativité sont des armes essentielles pour les plus jeunes comme les plus vieux. Ouais. Exactement. Et ça ne remplacera jamais une vidéo. Non, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même contact, on n'est pas transporté de la même manière. C'est différent. Il y a des très bonnes choses dans la vidéo aussi. C'est autre chose, quoi. Et si c'est un support qui existe depuis si longtemps, un support d'écriture, d'évasion, enfin on peut y mettre plein de choses. C'est pas pour rien en fait. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est un objet assez unique. Bon, voilà, là c'est deux passionnés qui parlent, Vanessa et moi, je pense, et toi aussi, Mélanie, évidemment, parce que je sais que tu lis beaucoup. Les livres. Je sais que tu lis beaucoup, mais il faut. Enfin voilà, moi je sais que j'encouragerais toujours la lecture le plus possible. Pareil. Et d'ailleurs, mon 100e épisode sera avec 2 auteurs. Génial. C'est très bien ça. Ça sera trop bien. Lisons tous ensemble plein de livres, quels que soient les livres qu'on lit. Alors, achetez aussi des livres de loisirs créatifs. Ah oui. Pour que les rayons de livres de loisirs créatifs prennent un petit peu plus de place, parce que je trouve qu'ils sont un peu grignotés ces dernières années. En tout cas, à ma Fnac locale, c'est un peu le cas. Il y en a de moins en moins, donc voilà. Soutenons aussi le travail des autrices. Soutenons tous les livres, quels qu'ils soient, mais oui, et place à la créativité, ça c'est sûr. Il faut. Parfait. Et alors sur cette fin d'année, j'imagine que vous nous avez réservé plein de beaux ouvrages, de belles lectures pour préparer Noël ou pas, mais en tout cas dans cette période de fin d'année qui va arriver. Alors chez Créapassion, on a une grande nouveauté. On sort un agenda 2024 avec le bazar d'Anne-Charlotte. Donc ça va être rempli de tutos, et ensuite on sort aussi un livre avec Gaëlle Cuvier sur adapter ses patrons, qui va être un livre dessiné, tiré de son ouvrage, de ses vignettes qu'elle poste déjà sur son compte Instagram. Mais évidemment, il y en aura plus que ce qu'elle a déjà posté. Et ça, c'est nos 2 belles sorties de la rentrée. Ensuite, avec Anne, on a des faciles qui sortent sur 2 tendances. Une, c'est upcycler ses vêtements. Oui, exactement. Voilà, qui est un peu la grosse tendance du moment. C'est sûr. Le deuxième, c'est dessiner les mangas, qui est aussi une grosse tendance et qui est une grosse tendance du moment, et qui trouve un public plus jeune. C'est un livre qui sera à partir de 10-12 ans, et pour des jeunes adultes, enfin pour des adultes qui dessinent aussi évidemment, mais voilà, ça peut parler aux enfants et aux ados déjà. Ça, c'est nos sorties faciles, et il y a une grande nouveauté que on va profiter du podcast pour la dire, parce que c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est qu'on sort une nouvelle marque éditoriale qui s'appelle Les Détonantes, dans laquelle nous allons pouvoir publier des livres pratiques qui ne seront pas du loisir créatif. Et on a 2 beaux titres qui sortent à la rentrée. Il y en a un, c'est Comment réveiller sa magie intérieure. Et un autre sur le télétravail, comment devenir un as du télétravail. Et c'est Anne qui est notre directrice de collection sur cette nouvelle marque, et on est très fiers de la sortir, et les premiers livres sortent donc mi-septembre. D'ici là, les réseaux sociaux vont commencer à en parler doucement. Parfait, un beau programme encore pour cette fin d'année. Très beau, ouais. On a hâte de voir les livres arriver. Nos bébés qui arrivent ici, c'est aussi les nôtres de temps en temps. C'est ça, tu as le même plaisir que l'autrice quand tu reçois le livre. J'ai exactement le même plaisir. Oui, non, mais on dit que c'est un métier de passion, c'est vrai. Parfois,
voilà, on joue un peu sur la corde sensible. C'est un métier de passion, donc on peut tout faire, mais c'est un vrai métier de passion. Voilà, donc c'est toujours le même plaisir, même quand on n'a pas écrit le livre. On a évidemment beaucoup œuvré aussi pour qu'il sorte, et c'est un vrai plaisir. Et on partage, enfin, moi en tout cas, je partage la joie de mes auteurs, parce que je sais ce que ça fait, et que j'ai pas fait ce métier au hasard. Hein, donc, voilà. Parfait, merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on retrouve Créapassion sur le compte Insta de Créapassion. C'est toi, Vanessa, qui est aux commandes? Oui, tout à fait, sur Instagram et sur Facebook, et évidemment sur le blog aussi de Créapassion. Mais c'est vraiment l'Instagram qui prime en ce moment, en tout cas. Ok. Et puis toi, Anne, donc sur ton compte Insta, c'est Comptoir Éditorial. Voilà, exactement. Compte Insta, Comptoir Éditorial. Abonnez-vous, suivez mes publications, nos publications à tous, les petites nouveautés à se procurer régulièrement, voilà, pour tous les genres. Oui, voilà, effectivement. Les amateurs DIY, les enfants, les parents, voilà. Parfait. Et ben merci beaucoup pour cette plongée dans les coulisses de l'édition, c'était passionnant. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Mélanie. C'était très bien. À bientôt. À bientôt. Me revoici, ravie d'avoir fait cet épisode. J'ai hâte d'ailleurs d'avoir vos retours pour savoir si cela vous a été utile. Et je vous invite également à aller échanger si vous le souhaitez auprès de Vanessa sur le compte Créapassion et Anne sur le compte Comptoir Éditorial. Et si vous découvrez le podcast et que cela vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, c'est gratuit évidemment. Ça vous permet d'être prévenu des prochains épisodes et, bonus, ça donne un bon coup de pouce au podcast pour développer sa visibilité sur les plateformes. Sur le podcast, il y a plein d'épisodes sur des thématiques très différentes qui vous attendent. Et si jamais, à force d'écouter parler tous ces entrepreneurs créatifs, cela vous donne des idées et des envies de vous lancer, j'ai écrit un guide complet sur le sujet, dont évidemment on a parlé pendant l'épisode. Il s'appelle Mon entreprise créative, il est publié donc chez Créapassion, et il est disponible dans toutes les librairies, physiques ou en ligne. Et je vous en parle en détail sur mon site podcastfemain.fr. Sur mon site, vous pourrez également en savoir plus et vous inscrire aux ateliers que je vous propose désormais, les ateliers en ligne ou au salon Création et Savoir-faire fin novembre. L'idée dans les ateliers est de travailler en petits groupes sur votre projet pour repartir avec plein d'idées et de conseils pratiques pour vivre de votre passion. Merci d'être là et à très vite pour le prochain épisode. Et évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. À bientôt!